Le dossier du nucléaire iranien précisément touche à cette liberté des peuples. La première question qui se pose, elle est très simple. Avant de parler des discussions, avant de parler de tout ce que font les Américains et les Israéliens pour empêcher le nucléaire iranien, c'est le droit des peuples, le droit des États à posséder le nucléaire. Il y a la question du nucléaire civil et il y a la question du nucléaire militaire. Dans le cas de l'Iran, on leur refuse à la fois l'un et l'autre. Ma position, elle est assez simple, je vais la donner d'emblée et après on parlera des arrière-plans du dossier. Je pense que chaque peuple a droit justement à ce nucléaire et que donc l'Iran a droit à la fois au nucléaire civil et au nucléaire militaire. Je ne vois pas pourquoi la puissance nucléaire serait l'apanage d'un petit club de grande puissance, parmi lesquels justement on trouve Israël, le principal ennemi de l'Iran. Le cas iranien, évidemment, il faut le mettre en parallèle avec le cas israélien. Israël est une puissance nucléaire honteuse, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'elle est une puissance nucléaire, mais l'État israélien ne le reconnaît pas. La bombe atomique israélienne a été obtenue avec la complicité des Français et des Américains, et elle a été constituée en puissance de frappe au Moyen-Orient, une puissance de frappe qui est celle d'un État voyou qui ne respecte aucune convention internationale, et elle est la puissance de frappe d'un État qui est menaçant, qui est dangereux. Elle est représentée pas seulement par des bombes atomiques portées par des chasseurs bombardiers, notamment des Mirage de fabrication française, mais surtout, elle a été constituée en une mini-flotte de sous-marins nucléaires qui ont été fournis par l'Allemagne de Bonn puis l'Allemagne de Berlin, et principalement par le gouvernement de Mme Merkel, cette Mme Merkel qui donne des leçons de paix et de dignité et d'éthique au monde. La puissance militaire israélienne, ce sont des missiles de croisière du type Tomahawk qui ont été modifiés pour recevoir des têtes atomiques et qui sont embarqués sur des sous-marins de poche de la classe Dolphin allemande, des U-boats donc, et donc qui se déplacent en permanence en Méditerranée. Ou ailleurs, voilà la grande question. Derrière cette bombe israélienne honteuse, qui a notamment été dénoncée par un homme qui est en prison pour cela depuis fort longtemps, c'est le fameux Vanunu, il y a l'hypocrisie occidentale en matière de puissance nucléaire, en matière de bombes atomiques. Deuxième aspect de ce dossier nucléaire iranien, et qui fait principalement l'objet de discussions sans fin, c'est que l'agenda de Washington et l'agenda de Tel Aviv ne sont pas les mêmes. Ils sont même dans certains cas opposés. Il y a à Washington une partie de la diplomatie, notamment Brzezinski, le fameux géopoliticien Brzezinski, notamment Zekmei Khalifet, qui est l'ancien ambassadeur des États-Unis en Afghanistan et qui est le concepteur de la théorie dite du croissant chiite. Ces gens s'accommoderaient bien d'une puissance régionale iranienne, mettant un terme définitif à l'idée d'une grande puissance arabe. Mais face à cela, il y a l'agenda israélien. La politique israélienne, elle a été likoudisée, c'est-à-dire qu'elle est entièrement sous l'emprise des thèses extrémistes en politique extérieure et en géopolitique du Likoud, c'est-à-dire de la droite radicale israélienne, qui plonge ses racines dans le fascisme israélien des années 20 et 30, le fameux révisionnisme de Jabotinsky, grand admirateur de Mussolini, et dont les forces sionistes n'ont pas hésité à collaborer avec les nazis jusqu'en 1944. C'est tout un pan occulté de l'histoire du sionisme. Derrière cet agenda israélien, il y a donc la politique du Likoud, et le Likoud a une politique très simple,
c'est-à-dire que Israël ne tolérera jamais une autre grande puissance régionale. Peu importe que ce soit l'Irak de Saddam Hussein, qu'ils ont attaqué à plusieurs reprises, principalement justement parce que l'Irak était prêt à un moment d'accéder à la puissance nucléaire. Ce sont également les Likoudniks, alliés étroits aux fameux néocons, les néoconservateurs autour de George Bush qui ont provoqué la guerre d'Irak. Vous n'en parlez pas aujourd'hui, Bachir, mais c'est l'actualité brûlante. C'est la destruction de l'État irakien par les néocons de Bush et les Likoudniks. Donc, leur but, c'est pas d'autres puissances régionales qu'Israël. Et quel est le candidat aujourd'hui à la puissance régionale avec l'appui de certains secteurs de la diplomatie et du lobby militaire américain? C'est justement l'Iran. On est donc actuellement avec une politique israélienne qui est extrêmement mécontente d'une partie de la politique américaine et qui pèse de plus en plus au niveau des États-Unis. Pourquoi les Israéliens, à mon sens, vont l'emporter? Tout simplement parce que la politique, l'élection du président actuellement et de la majorité des membres du Congrès, elle est liée à l'action du puissant lobby israélo-sioniste aux États-Unis qu'on appelle l'AIPAC, l'American Israeli Politics. Voilà le problème qui se pose, Bachir. On est donc face à une politique américaine qui voudrait arriver à des accommodements avec l'Iran, pour des raisons économiques notamment. On a face à cela une politique israélienne qui n'en veut pas, avec un puissant lobby israélien qui fait et défait les présidents, notamment parce qu'il contrôle le vote juif dans 2 États capitaux pour l'élection du président, qui sont New York et la Floride. Allez voir les dernières élections, vous comprendrez. Et la troisième chose, c'est également la France qui intervient là-dedans. La France où justement le lobby israélien, avec le CRIF, qui est l'équivalent français de l'AIPAC, est également très puissant et ne veut pas de cette émergence iranienne. C'est l'action notamment du ministre Fabius, dont les liens avec le lobby sioniste sont bien connus. Enfin, dernier acteur dans cette crise, il y a la Russie. Et la Russie actuellement qui veut réémerger comme grande puissance, recherche visiblement un accord avec Téhéran, en qui elle voit un allié régional. Les liens se sont renforcés à cause du dossier syrien. C'est à la fois Moscou et Téhéran qui soutiennent Bachar el-Assad. Et troisième chose, il y a l'hostilité de la Russie, évidemment, à l'Arabie saoudite et au wahhabisme, notamment parce que Riyad soutient le terrorisme dans le Caucase. Vous avez donc les éléments de l'équation, et vous comprenez pourquoi on n'arrive pas à une solution pour le moment, parce que les agendas sont trop séparés. Je pense qu'on n'y arrivera pas, et que lorsque les Américains voudront franchir le pas, eh bien, les Israéliens se rappelleront à eux, avec leur grande capacité de nuisance au cœur même de la politique américaine.